La légende de l'Otée des Fées, une légende wallonne picarde rapportée et écrite par Valérie Lefebvre. Le temps d'une histoire. Un podcast de contes, nouvelles et autres récits. Nous sommes en Wallonie-Picarde, dans la province du Hainaut, au cœur du parc naturel des Plaines de l'Escaut, en forêt de Stambruge, appelée Estambruge dans le passé. Au cœur de cette forêt, la magie et le sacré s'entremêlent. Les fées, les ermites et les feux follets coexistent avec les calvaires, les chapelles et les arbres vénérés. Ici, les histoires sont racontées de mère en fille pour défier le temps et sont devenues des légendes. Voici la légende de l'Otée des Fées. Imaginez une forêt dense où cohabitent de nombreux feuillus, chênes indigènes, frênes, hêtres, bouleaux et fougères. Leurs odeurs vertes et aériennes embaument l'esprit. Une suite de notes sifflées et roulées, de tonalités élevées monte dans les airs. C'est le chant d'un rouge-gorge. Le vent balaye le sol sablonneux, secoue les branches des fougères et emporte avec lui l'humidité des feuilles que la rosée a submergées durant la nuit. Le jour se lève. Déjà, les villageois d'Estambruge sont en route vers les champs, le baluchon sur le dos et les pieds chaussés de sabots. Pas de temps à perdre, ni une minute pour se plaindre. Le printemps s'est installé et avec lui, les jours qui s'allongent. Le travail, lui, n'attend pas. Il est l'heure de semer les céréales dans les champs, de mettre les bêtes en pâture, alors hommes et femmes, tels de petites fourmis, s'activent sans relâche. Les coqs entonnent leurs chants stridents avec une vigueur débordante, mêlant leur voix au bêlement des chèvres impatientes, qui supplient d'être soulagées de beaux matins. Marie-Louise se redresse, groggy, bercée par le ronronnement de Pierre, son mari, enroulé dans la chaleur de leur couche. Elle s'étire comme un chat, pose ses mains sous son ventre pour en soulever le poids et s'extrait péniblement du lit. « Pierre, il est l'heure, lève-toi » dit-elle à son mari. Elle empoigne les cendres tièdes qu'elle récupère pour sa lessive, puis jette 2 bûches de bois sur les braises encore chaudes pour rallumer le feu. Ensuite, elle enfile lainage, sabots et tablier et se hâte à la traite des malheureuses biquettes. Arthur, le fils aîné de Pierre qu'il a eu d'un premier mariage, a quitté sa couche aux aurores pour nourrir les lapins. Une fois le petit déjeuner copieusement avalé, chacun part à l'ouvrage. Les garçons emmènent paître le bétail dans les bruyères qui s'étendent sur plusieurs hectares derrière le village, pendant que Marie-Louise s'occupe des tâches ménagères. C'est en fin de journée, lorsque le soleil vire au sud-ouest, qu'elle se décide à se rendre au lavoir du buisson, le panier de loques coincé sur la hanche avec sa planche et ses cendres dans sa besace. Elle se déplace lentement en soufflant. C'est que Marie-Louise attend famille. « Elle n'a plus pour longue mais, fille », lui a dit sa mère l'autre jour. À sentir la peau de son ventre si dure, c'est sûr que la délivrance est pour bientôt. Et elle l'espère. « Encore une dernière tâche pour s'esquinter le dos », se plaint Marie-Louise à mi-chemin entre sa maison et le point d'eau. Peu de lavandières viennent au buisson. Certaines disent qu'elles se sentent observées. D'autres entendent des chuchotements quand le vent souffle dans leur direction. Et puis,
c'est dans le bois, et elles craignent d'être surprises par des loups. Marie-Louise n'en a cure. Ses racontars sont des sottises. Le lavoir est près de son logis, et c'est pour elle le chemin le plus court. En pénétrant dans le bois, quelque chose d'inhabituel vient la surprendre. Un faisceau lumineux éclaire un vieux chêne dont une femme en sort, comme prisonnière sous son écorce. Marie-Louise écarquille les yeux et laisse tomber sa manne à ses pieds. Elle s'agenouille, fait le signe de croix et se met à prier devant ce qu'elle considère être l'apparition de la Vierge. Elle lui rend hommage, puis se relève tant bien que mal en soulevant son ventre, fait une nouvelle fois le signe de croix et court aussi vite qu'elle le peut prévenir les femmes du village. Dans son emportement, elle laisse son linge sale éparpillé sur le sol. Les villageoises et quelques hommes ne tardent pas à vérifier ses dires. Tous sont subjugués en voyant la dame se dessiner au creux de l'arbre. Mais fait étrange, le panier de linge de Marie-Louise ainsi que son contenu ont disparu. À la nuit tombée, les hommes ont rejoint leurs femmes au lieu-dit du buisson, non loin du lavoir. La lune continue d'y éclairer la dame comme par magie. Tous la contemplent. Certains lui apportent des offrandes avant de retourner à leur logis. Marie-Louise, elle, n'endort pas de la nuit, gênée que la Vierge se soit contentée de ses vieilles loques sales et toutes trouées. Le lendemain matin, les villageois retournent voir la dame. Comme par miracle, la manne de linge de Marie-Louise est retrouvée au pied du chêne. Marie-Louise le récupère, le contemple, étonnée de constater qu'il a été lavé, séché et rapiécé. C'est un miracle. Au fil des jours, les ménagères d'Estembruges vont déposer au pied de la dame leur linge sale, accompagné d'objets et de nourriture en guise de présent. Le linge sera continuellement lavé, séché et rapiécé la nuit et les offrandes emportées. Les villageois comprirent bien vite que la Vierge était aidée de fées. Leurs chuchotements s'amplifièrent au fil du temps. Les gens virent même leurs petites silhouettes telles des ombres noires se faufiler à travers les fougères, emportant les mannes et les présents avec elles. En l'honneur de la dame, les villageois firent construire une chapelle en pierre du pays au ton joyeux. Un mélange de verre, d'ocre, de roux, de brun, et l'appelèrent la chapelle Notre-Dame du Buisson. Et non loin de là, ils baptisèrent le lavoir Lotté des Fées. Mais un jour, les fées disparurent, fâchées des mauvais tours que certains villageois leur jouaient en ne leur offrant plus de nourriture, mais des présents peu convenables. Le linge ne fut plus lavé et les ménagères durent se résoudre à le faire elles-mêmes. Les petites filles de Marie-Louise ne connurent pas le bon temps des fées et durent reprendre leurs pénibles tâches où elles s'esquintèrent le dos, comme le faisaient leurs ancêtres.